Les agriculteurs doivent être en mesure de pouvoir nourrir la population. À l'échelle mondiale, la croissance démographique reste forte, avec une augmentation de près de 2 milliards de personnes d'ici 2050, alors que la surface de terre cultivée restera stable ou en légère baisse. Les activités agricoles contribuent pour près de 20% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Elles ont un impact majeur sur la biodiversité, la fertilité des sols et l'utilisation de la ressource en eau. L'agriculture est déjà fortement impactée par les conséquences du changement climatique. Une évolution des pratiques est donc indispensable pour limiter l'empreinte environnementale tout en conservant des performances de rendement suffisantes pour assurer la nourriture de l'ensemble de la population. Le nombre d'exploitations en France métropolitaine est de 390 000. Il était de 490 000 en 2010, soit une diminution de 20%. La baisse est plus marquée dans le secteur de l'élevage où elle atteint 41%. Paradoxalement, cette diminution du nombre d'exploitations ne s'accompagne pas d'une réduction de la surface agricole française qui reste stable. Aussi, la taille moyenne des exploitations agricoles augmente pour atteindre 70 hectares. C'est 14 hectares de plus qu'en 2010. À titre de comparaison, les exploitations américaines s'étendent en moyenne sur 178 hectares, tandis que les exploitations britanniques occupent 81 hectares. Aujourd'hui, 759 000 personnes travaillent dans les fermes, dont 60% occupent la fonction de chefs d'exploitation. L'agriculture française est très majoritairement basée sur une structure familiale. En 2016, la population active était de 824 000 personnes. On assiste néanmoins à un ralentissement de cette décroissance. Enfin, la France est la première puissance agricole en Europe avec une balance commerciale qui est excédentaire, en particulier grâce aux vins et spiritueux. Ce solde positif a cependant tendance à s'éroder et la situation est déficitaire si on considère uniquement les échanges avec les pays de l'Union européenne. L'impact des activités humaines sur l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a deux raisons principales. Le développement d'un modèle industriel reposant sur l'utilisation massive des énergies fossiles et un accroissement très important de la population, réduisant les espaces naturels et source de déforestation, alors que la forêt, après l'océan, est la principale source de fixation du dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse. Entre 1990 et 2019, la France a diminué ses émissions de gaz à effet de serre de 20%. La contribution de l'agriculture est restée stable et représente environ 20% des émissions. Les trois sources principales sont le dioxyde de carbone émis par les engins et les infrastructures agricoles, le méthane, gaz à fort potentiel de réchauffement émis par le système digestif des ruminants et les effluents d'élevage. Le choix de l'alimentation des vaches laitières est un levier efficace pour réduire ces émissions. Le protoxyde d'azote, conséquence de l'utilisation des fertilisants minéraux azotés. Ce gaz a un pouvoir de réchauffement bien supérieur au dioxyde de carbone, tout en ayant une durée de vie dans l'atmosphère comparable. La modulation d'épandage d'engrais azotés, dont l'objectif est d'apporter la bonne dose au bon endroit, est une solution efficace pour réduire l'impact environnemental. L'agriculture représente 69% des émissions totales de méthane et 89% des émissions totales de protoxyde d'azote. Grâce à l'énergie du soleil, les plantes transforment le dioxyde de carbone de l'atmosphère, l'eau et les sels minéraux puisés dans le sol en matière organique. Elles rejettent alors de l'oxygène dans l'atmosphère. La matière organique non exportée lors de la récolte ou déposée lors d'un amendement sera incorporée dans le sol grâce à une faune spécialisée qui la transformera en matière organique du sol. Une partie d'entre elles, la plus dégradée, sera réduite en sels minéraux par certaines bactéries. C'est le phénomène de minéralisation. Les micro-organismes et la faune du sol consomment de l'oxygène et émettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On parle alors de respiration du sol. En France métropolitaine, les stocks de carbone organique dans les 30 premiers centimètres du sol sont de l'ordre de 50 tonnes par hectare dans les sols agricoles cultivés et de 80 tonnes par hectare dans les sols de prairies et de forêts. L'évolution des pratiques culturales
représente une opportunité d'accroître le taux de carbone organique dans le sol, qui s'accompagne également par une amélioration de sa fertilité. L'introduction de cultures intermédiaires, l'enherbement des vignes et des vergers, ou le passage en agroforesterie permettent une augmentation des stocks de carbone organique du sol de l'ordre de 0,2 à 0,5 tonnes par hectare et par an en zone tempérée. Les images satellites sont utilisées pour calculer l'évolution annuelle du stock de carbone dans le sol. Cette séquestration additionnelle peut faire l'objet d'une valorisation financière sur le marché du carbone volontaire. Le cycle hydrologique est un modèle représentant les flux entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou gazeuse sur Terre, en l'occurrence les océans, l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les nappes souterraines et les glaciers. Le moteur de ce cycle est l'énergie solaire qui, en favorisant l'évaporation de l'eau, entraîne tous les autres échanges. Ce cycle fermé assure certes un maintien constant de la quantité totale d'eau dans l'hydrosphère, mais pas celui des nappes phréatiques, qui demandent parfois plusieurs dizaines d'années pour se régénérer. 79% des précipitations tombent sur les océans, les 21% restants tombent sur la Terre. Le sol assure deux grands rôles au sein du cycle de l'eau. Il partage l'eau de pluie ou d'irrigation en deux flux, l'eau qui ruisselle à sa surface et l'eau qui s'infiltre en profondeur. Les eaux de pluie qui pénètrent dans le sol par infiltration peuvent stagner jusqu'à des milliers d'années avant de retourner dans les océans. Par sa capacité de stockage, il sert aussi de réservoir d'eau pour les plantes. Pour préserver ces fonctions essentielles des sols, on recommande de les couvrir par de la végétation, celle-ci pouvant être vivante, par exemple de la culture ou de l'enherbement, ou morte, par exemple des résidus de culture ou des copeaux de bois. Ainsi, on limite la dégradation de leur surface par encroûtement, en plus de stimuler l'activité biologique et de favoriser le stockage de carbone. Il a été démontré de fortes rétroactions entre l'atmosphère et la végétation. Ces rétroactions ont une grande influence sur la pluviométrie et l'incidence des radiations en surface, et par conséquent ont un impact sur le climat du lieu. La végétation est responsable de 30% de la variation des précipitations et du rayonnement incident à la surface. En effet, les plantes vont libérer de la vapeur d'eau pendant le processus de photosynthèse. Ce rejet de vapeur d'eau dans l'air modifie les flux d'énergie de la surface et favorise la formation locale de nuages qui vont modifier l'albédo de la zone et conduire à une réflexion plus importante du rayonnement solaire incident. La consommation d'eau est classée en trois catégories. L'eau bleue, c'est la consommation directe des eaux de surface ou des eaux souterraines par l'homme. L'eau verte, c'est la consommation naturelle d'eau de pluie par le sol. Stockée dans le sol et la biomasse, elle est évapotranspirée et retourne directement à l'atmosphère. C'est de loin la plus grande quantité puisqu'elle totalise 60% de la masse des précipitations. L'eau grise, il s'agit du volume d'eau douce nécessaire à la dilution des polluants afin de rendre cette eau usée apte à être rejetée dans le milieu naturel. Le réchauffement climatique va provoquer l'augmentation probable de la fréquence et de l'intensité des inondations, vagues de chaleur et sécheresses, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires car le réchauffement est plus marqué au pôle, induisant une perte importante des stocks d'eau douce au profit des océans, et enfin la montée du niveau de la mer de 60 à 110 cm d'ici 2100 si la tendance actuelle se poursuit. Même si le volume total d'eau de la planète reste constant, il y aura des risques de manque d'eau douce plus ou moins drastiques selon les territoires, les saisons et les années. L'eau sur Terre est un peu comme une feuille de papier cadeau recouvrant une boule de bowling. Depuis l'espace, elle donne sa couleur à notre planète, mais elle ne représente qu'une minuscule fraction de sa masse. En termes de volume, elle est contenue dans une sphère de 1385 km de diamètre, soit 1,4 milliard de km3 d'eau. Les plus gros fournisseurs, et de loin, sont évidemment les océans et les mers, avec 97% du volume. L'eau douce ne représente qu'une part minoritaire du total, environ 35 millions de km3, soit 3% du volume total d'eau sur Terre. Mais la plus grande partie de l'eau est hors d'atteinte des êtres vivants, soit parce qu'elle est congelée dans les inland seas, soit parce qu'elle est enfouie dans les entrailles de la Terre. Si on ne prend en considération que l'eau facile d'accès, celle que l'on trouve dans les lacs non salés, les marais, les fleuves et les rivières, elle est contenue dans une sphère de 60 km de diamètre, soit seulement 0,3% de cette quantité d'eau douce.
À l'échelle mondiale, 70% de l'eau douce consommée est dédiée à l'irrigation des cultures. En France, la proportion est de 58%. Les images des satellites optiques ou radars contribuent fortement au développement d'outils d'aide à la décision dont l'objectif est de réduire la quantité d'intrants utilisés en agriculture, engrais, produits phytosanitaires et eau. Grâce au programme européen Copernicus, et en particulier aux satellites Sentinelle-2 et Sentinelle-1, il est possible d'avoir une connaissance de l'état des cultures à l'échelle intraparcellaire et de suivre leur évolution tout au long du cycle cultural. L'utilisation de techniques d'intelligence artificielle permet de connaître en cours d'année les différents types de cultures et d'améliorer la qualité des prédictions de rendement. Les données des satellites météorologiques sont également intégrées dans les modèles de prédiction. Elles sont souvent complétées par des mesures de capteurs implantés dans les champs afin d'affiner les prévisions à une échelle locale. Les signaux des satellites GNSS, en particulier ceux de la constellation Galileo, permettent une localisation et un service de datation à l'échelle mondiale. Ces paramètres sont indispensables pour le développement d'une agriculture numérique s'appuyant sur des services d'information géographique. Cette technologie est utilisée pour guider très précisément les tracteurs ou les robots agricoles. Elle facilite également la collecte de données terrain à l'aide d'applications dédiées sur smartphone. Dans le secteur agricole, la couverture par les réseaux terrestres reste incomplète et peut être un frein à la mise en œuvre de capteurs connectés ou le guidage précis d'engins agricoles qui ont besoin de recevoir des messages de correction en temps réel. Une solution satellitaire permet de s'affranchir de ces zones blanches. Les satellites Sentinelle-1 embarquent un imageur radar alors que la charge utile principale de Sentinelle-2 est constituée d'une caméra optique multispectrale. Dans les deux cas, la résolution spatiale est de 10 mètres et la couverture est mondiale. La revisite est de 5 jours pour Sentinelle-2 en l'absence de couverture nuageuse et de 6 jours pour Sentinelle-1, quelles que soient les conditions météorologiques. Ces deux missions permettent ainsi de surveiller la végétation à une échelle mondiale avec une périodicité de l'ordre de la semaine. La gratuité des images et la pérennité du programme Copernicus ont fortement contribué à l'émergence de nouveaux acteurs commerciaux en mesure de proposer des services utilisant l'imagerie satellitaire comme source de données. Le système Kinéis assure une connectivité Internet des objets mondiale. Ce système est constitué d'une constellation de 25 satellites, d'un réseau de stations de réception et d'un centre de mission situé à Toulouse qui reçoit tous les messages émis par les terminaux équipés d'un modem Kinéis. Cette solution permet la réception de messages de 20 octets émis par les objets connectés avec une latence maximum de 15 minutes. Elle permet également d'envoyer des commandes aux capteurs afin de gérer leur configuration. Enfin, basée sur la mesure de l'effet Doppler, une localisation avec une précision de l'ordre de 150 mètres est possible. La réflectance est la proportion de lumière réfléchie par la feuille et captée par la caméra du satellite. Elle varie en fonction de nombreux paramètres tels que les propriétés de la surface, nature, couleur, rugosité, la quantité de lumière incidente et l'inclinaison de la surface. Lorsqu'une plante est en bonne santé, en période de développement, elle pratique la photosynthèse par le biais de la chlorophylle. Par ailleurs, lorsque les plantes arrivent à maturité, la concentration en chlorophylle des feuilles diminue au profit d'autres molécules qui n'absorbent pas les mêmes longueurs d'onde. Le NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, est un indice de végétation utilisé pour évaluer la quantité de végétation et sa vigueur, en particulier la teneur en chlorophylle. L'utilisation d'un indice normalisé permet de s'affranchir de la quantité de lumière incidente envoyée sur la végétation. Dans le cas de Sentinelle-2, cet indice est calculé à partir des bandes spectrales B4 et B8. Le NDVI est un indice simple à calculer, sans avoir besoin de connaître le type de culture. Avec la résolution spatiale de Sentinelle-2, il permet de mettre en évidence l'hétérogénéité d'une culture pour des parcelles supérieures à 1 hectare. Par contre, les modèles agronomiques ont besoin de paramètres biophysiques, tels que la quantité de biomasse, qui dépendent du type de culture. Et dans ce cas,
Une calibration doit être faite au préalable pour chaque paramètre. Deux exemples de cartes de NDVI générées à partir d'images Sentinel-2 sont présentés dans l'animation suivante. La première représente un ensemble de parcelles agricoles de la Beauce. Un code de couleur pour la carte NDVI a été choisi et appliqué pour chaque pixel. La couleur verte indique la présence de végétation et elle est de plus en plus foncée lorsque la valeur du NDVI est proche de 1, qui correspond à la valeur maximum de cet indice. La couleur brune caractérise les surfaces avec pas ou peu de végétation. Elle est de plus en plus foncée lorsque le NDVI est proche de la valeur 0. La seconde carte est caractéristique d'une zone irriguée du Texas et elle met en évidence la forme circulaire des parcelles qui sont équipées d'un pivot d'irrigation. Face aux défis de la sécurité alimentaire mondiale, du changement climatique, de la restauration de la biodiversité et de l'épuisement des ressources, l'agroécologie offre un cadre de réflexion et d'innovation prometteur. Elle propose plusieurs leviers pour assurer la production agricole tout en réduisant l'utilisation des intrants et en préservant les sols et l'eau. Les trois principaux leviers pour restaurer la biodiversité du sol sont une diversification des rotations culturales, une réduction du travail du sol et une couverture maximale entre les cultures principales. Cette biodiversité des sols joue un rôle indirect sur la qualité et l'abondance des cultures car elle contribue au renouvellement de la structure du sol, décompose les matières organiques et facilite l'assimilation de nutriments minéraux disponibles pour les plantes. Elle permet également d'augmenter la probabilité d'héberger des espèces qui combattent naturellement les maladies pouvant toucher les cultures. Ainsi, plus l'écosystème est diversifié, meilleur sera l'équilibre entre les différentes espèces et plus le sol sera à même de lutter contre le développement d'espèces nuisibles. Tirer parti de cette lutte naturelle permet donc de limiter l'utilisation massive de pesticides. Des organismes comme les vers de terre, les termites, mais aussi la glomaline, produite par les champignons mycorhiziens, interviennent dans la structuration du sol. Une terre ainsi stabilisée et poreuse permet une meilleure captation et distribution de l'eau et une diminution de l'érosion. De plus, certains micro-organismes du sol ont la capacité de purifier les eaux et les sols contaminés. Ils immobilisent et dégradent les polluants, tels que les pesticides et les hydrocarbures, via un mécanisme appelé biodépollution, et les convertissent ensuite en molécules non toxiques. Une biodiversité plus importante du sol augmente donc son pouvoir de dépollution. Enfin, le biocontrôle permet de réguler les maladies et ravageurs en utilisant leurs prédateurs naturels, oiseaux, insectes, micro-organismes auxiliaires. L'utilisation de ces régulations naturelles implique de favoriser la biodiversité dans les espaces cultivés. Ces évolutions vont conduire à des productions et des produits plus hétérogènes qui vont aller de pair avec l'évolution des régimes alimentaires. L'utilisation d'images satellites pour optimiser l'apport d'engrais azotés dans une parcelle agricole en fonction de la vigueur de la culture est opérationnelle depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, les cultures sont observées périodiquement grâce aux satellites et les informations recueillies sont utilisées pour suivre l'évolution des paramètres biophysiques utilisés par le modèle agronomique pour simuler la croissance de la plante et calculer l'apport d'azote nécessaire. Ce modèle a besoin également de données météorologiques. Ce calcul peut être effectué au niveau de chaque pixel et conduire à la génération de cartes de modulation géoréférencées au niveau de chaque parcelle. Ces cartes pourront ensuite être chargées sur la console du tracteur et si ce dernier est équipé d'un épandeur d'engrais capable de réguler en temps réel le débit, l'agriculteur pourra ainsi optimiser l'apport d'engrais en gardant des performances de rendement identiques. Cette application est amenée à se généraliser car la réduction de la quantité d'engrais a un fort intérêt à la fois économique et écologique. La culture de la vigne s'accompagne d'une utilisation fréquente de produits phytosanitaires pour éviter le développement de maladies telles que l'oïdium ou le mildiou. Ces produits sont pulvérisés sur la surface des feuilles et il y a donc une corrélation entre la surface foliaire du plant de vigne et la quantité de produits nécessaires pour le protéger. L'étude menée par le laboratoire d'observation de la terre du CNES avait comme objectif de créer une carte de vigueur au niveau de la parcelle afin de pouvoir moduler la pulvérisation de produits fongicides. La présence de bandes enherbées entre les rangs est de plus en plus répandue et elle a pour conséquence
de demander une très bonne résolution spatiale pour être capable d'isoler le rang de vigne, dont la largeur moyenne est inférieure à 1 mètre, du reste de la végétation et de caractériser la vigueur des plants. Une acquisition du vignoble a été faite avec le satellite Pléiades Néo. Le NDVI calculé avec les bandes spectrales, dont la résolution est de 1,20 m, ne permet pas de caractériser avec suffisamment de précision la vigueur des rangs. Aussi, un pseudo-indice NDVI, basé sur l'acquisition panchromatique de 30 cm de résolution, a été créé pour atteindre cet objectif. Plus la vigne est vigoureuse, plus la couleur du rang sera rouge. Une couleur blanche est en général révélatrice de pieds de vigne morts. Les contraintes de plus en plus fortes qui vont peser sur la ressource en eau vont conduire à devoir optimiser l'irrigation agricole. Plusieurs leviers sont possibles pour améliorer cette efficacité. Une meilleure gestion de la distribution de l'eau aux agriculteurs et des solutions matérielles d'irrigation plus performantes, l'utilisation d'outils d'aide à la décision qui fournissent une préconisation d'irrigation sous forme de date d'application et de volume d'eau nécessaire. Ces outils sont basés sur un bilan hydrique qui calculera la différence entre les apports et les pertes en eau. Les deux types d'apports sont les précipitations naturelles ou l'irrigation. Les pertes sont classées en 3 catégories: le ruissellement, l'infiltration et l'évapotranspiration. L'évapotranspiration couvre l'évaporation au niveau du sol et le processus de transpiration des plantes. Ce processus continu est causé par l'évaporation d'eau par les feuilles. La transpiration est le principal moteur dans la circulation de la sève. Pour fournir une préconisation d'irrigation, il est nécessaire de connaître les éléments suivants: la réserve en eau facilement utilisable appelée RFU, la nature des plantes cultivées, le stade de la végétation grâce à l'estimation de paramètres biophysiques calculés à partir d'images satellites, l'état d'humidité du sol à l'aide de sondes d'humidité implantées localement, et enfin les données climatiques liées à la zone de culture sous forme de prévisions météorologiques à 7 jours. L'évapotranspiration peut être déduite à partir de la mesure de la température de surface du sol et des plantes. Le satellite franco-indien Trishna, en cours de développement, embarquera un imageur sensible à l'infrarouge thermique qui apportera un gain de résolution important tout en assurant une revisite moyenne de 2 jours pour l'Europe. Les technologies de positionnement les plus performantes, basées sur des satellites de géolocalisation, permettent de guider un engin avec une précision de quelques centimètres. Elles ont contribué au développement des robots agricoles et en particulier ceux dédiés au désherbage mécanique. De nouvelles fonctions commencent à apparaître, telles que le semis ou la pulvérisation de produits phytosanitaires. À ce jour, ils sont utilisés en majorité dans les domaines du maraîchage, sous serre ou en plein champ, et en viticulture. Le guidage du robot autonome doit satisfaire des contraintes de sûreté de fonctionnement. La première consiste à garantir que le robot s'arrêtera s'il détecte un obstacle pour éviter de blesser une personne qui se trouverait dans la zone de travail du robot. La seconde implique que le robot respectera un périmètre de sécurité qui aura été défini lors de la programmation de sa mission. La propulsion de ces robots est assurée par un moteur électrique, alimenté par des batteries ou par une génératrice dans le cas d'une solution hybride. On peut s'attendre à une croissance de leur utilisation dans les prochaines années car ils apportent une réponse à plusieurs problèmes actuels. Une difficulté de recrutement pour certains métiers agricoles, la mise en œuvre d'un désherbage mécanique qui permet d'éviter l'utilisation d'herbicides ayant un impact sur l'environnement tout en limitant, voire supprimant, un travail manuel pénible. Enfin, ces robots peuvent être équipés de capteurs qui apporteront des informations sur l'état de la culture pendant l'exécution de la tâche de la machine. La forêt française métropolitaine atteint au début du XIXe siècle 6 à 7 millions d'hectares, soit un taux de boisement de 12%, le plus bas de son histoire, qui correspond à l'expansion maximale des terres agricoles et de la population rurale. Aujourd'hui, elle compte 17 millions d'hectares. La mécanisation a entraîné une réduction de la surface agricole utile. Cette augmentation de surface forestière s'explique également par des programmes importants de boisement ou de reboisement, notamment en montagne. La forêt équatoriale guyanaise occupe une surface de 8 millions de km², soit 95% de ce territoire. En France métropolitaine, 75% de la forêt est privée. Le quart restant est public et se répartit entre forêts domaniales ou communales. L'Office national des forêts est un gestionnaire de la forêt publique.
Il est chargé de mettre en œuvre le plan de gestion et la réalisation des travaux des forêts de l'État et de la majorité des collectivités publiques. L'Institut géographique national est, quant à lui, l'observateur de la forêt. Il est chargé de la décrire, de l'inventorier de façon neutre, qu'elle soit publique ou privée, afin de mieux la connaître et de caractériser sa biodiversité en termes de faune et de flore. Ce dispositif permet aussi de répondre rapidement à des questions particulières lors d'événements climatiques majeurs tels que les tempêtes ou les incendies. Depuis 2005, on recourt en France à une méthode par échantillonnage. Chaque année, un échantillon représentatif de l'ensemble du territoire est analysé. Les données collectées sur 5 années sont agrégées pour produire des résultats nationaux et régionaux fidèles à la réalité du terrain. La forêt joue un rôle fondamental sur le climat en absorbant du dioxyde de carbone de l'air par le processus de photosynthèse, le carbone stocké représentant la moitié de la biomasse de l'arbre. Elle a un rôle non négligeable dans le cycle de l'eau, par son action sur l'importance et la répartition des précipitations, la dynamique de l'eau dans le sol et les quantités d'eau rejetées sous forme de vapeur dans l'atmosphère grâce à l'évapotranspiration. Enfin, la surface des feuilles des arbres a la capacité de retenir les particules en suspension dans l'air, notamment les particules fines. Le changement climatique a un impact majeur sur la forêt et la sécheresse est le premier déterminant de l'état sanitaire des forêts. La France connaît des sécheresses estivales plus fréquentes et plus intenses, avec à la clé un risque d'incendie accru. Les espaces forestiers qui survivent à ces sécheresses n'en sortent en général pas indemnes. Le manque d'eau provoque des arrêts précoces de la croissance des arbres et de la photosynthèse pendant parfois plusieurs semaines, ce qui engendre une diminution importante de la croissance annuelle. Cette forêt fragilisée devient également plus sensible à certaines maladies ou organismes ravageurs, tels que les insectes ou les champignons. Les crises sanitaires liées à des conditions climatiques difficiles pour les arbres favorisent la hausse de leur mortalité. En 10 ans, cette mortalité a augmenté de 54%. La carte suivante montre l'ampleur de la crise des scolites, un insecte xylophage qui a décimé les forêts d'épicéas de l'est de la France en 2018 et 2019. Cette cartographie a été réalisée à l'aide d'images Sentinel-2. Les forêts couvrent environ 30% des terres émergées et fournissent à l'humanité de nombreux services écosystémiques comme l'atténuation du changement climatique avec les puits de carbone. Les forêts tropicales en particulier ne constituent que 6% des terres émergées mais abritent plus de la moitié de la biodiversité terrestre. Malheureusement, ces forêts disparaissent à un rythme alarmant. C'est dans ce contexte qu'est né le projet Tropisco, fruit d'une collaboration entre le CNES, le laboratoire CESBio et le bureau d'études Globeo. L'objectif est de créer une plateforme de suivi en quasi-temps réel des pertes de couverture forestière à l'échelle tropicale, à l'aide d'images radar Sentinel-1 et qui soit accessible à tous. Tout l'atout de ce projet réside dans la technologie d'imagerie radar qui permet une détection rapide, 12 jours maximum, des perturbations forestières, même avec une forte couverture nuageuse. Ce projet bénéficie d'une collaboration étroite avec certains pays partenaires des programmes menés par la France dans les bassins de l'Amazonie, du Congo et de l'Asie du Sud-Est pour adapter l'outil de détection aux spécificités de chaque pays et à leurs besoins. La plateforme Tropisco est accessible à tous à l'adresse www.tropisco.org et constitue pour l'instant un démonstrateur sur 7 pays, le Gabon, la Guyane, le Suriname, le Guyana, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La plateforme héberge une carte interactive qui permet de visualiser la perte de forêt de 2018 à aujourd'hui, à l'échelle nationale et locale, avec une unité cartographique minimale de 0,1 hectare. L'évolution temporelle des perturbations forestières peut être observée grâce à une frise chronologique. Chaque perte de couverture a un code couleur associé à la date estimée de la perte et un indicateur d'incertitude. Enfin, pour chaque territoire, différentes statistiques sont accessibles, comme la perte mensuelle ou annuelle en surface forestière. La plateforme permet aussi de comparer les données de Tropisco à celles de GLAL, qui est une plateforme de référence dans le domaine des perturbations forestières basée sur l'imagerie optique.